La disparition de Mélissa, pour nous autres, ça a été, puis pour moi, c'est un grand désespoir qui a jamais de fin. On verra jamais la fin tant aussi longtemps qu'on la trouvera pas. Ça détruit une famille. Ça nous fait vivre toutes les émotions inimaginables qu'un être humain peut vivre. On les vit quotidiennement. C'est pas juste une fois par mois. C'est tout le temps comme ça. Quand tu as une petite accalmie, tu dis « OK, un petit moment de joie », puis paf, le lendemain, il y a quelque chose qui arrive, puis on retombe dans l'émotion. C'est une tornade, puis on est au milieu, puis ça arrête jamais. On essaie de penser à tout ce qui aurait pu arriver, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Tu peux plus vivre normalement. C'est impossible de vivre normalement. Moi, je roule en auto, en camion. Je regarde encore les plaques de tous les véhicules qui passent à côté de moi. C'est instinctif, ça devient maladif. Pour moi, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est vraiment la culpabilité. À tous les fois, c'est comme ça. T'sais. Je voudrais dire je l'aime, puis qu'elle me manque, puis qu'elle est importante dans ma vie. Puis je pourrais plus jamais le faire, ça. C'est ce que ça a, même après 3 ans, 10 ans, je vais leur vivre encore, cette émotion-là. Elle quittera jamais. C'est ça que ça fait vivre. Alors, on sait que la disparition d'un proche constitue un des traumas les plus importants pour la famille, les amis, les connaissances. Évidemment, pendant cette disparition, plusieurs symptômes vont être envahissants et extrêmement douloureux pour les proches. D'abord, cette attente interminable, douloureuse de retrouver notre être cher, qui se conjugue souvent avec des espoirs de retrouver la personne vivante, des espoirs que cette personne ne souffre pas, mais aussi beaucoup de fantaisie par rapport à ce qui se passe actuellement. Et plus l'attente se prolonge, plus les gens vont nous parler d'anxiété, de difficulté à dormir. Beaucoup des êtres chers vont nous parler de difficulté à manger, dans cette attente interminable de revoir l'être cher en santé. Et plus l'attente se poursuit et s'allonge, plus on va avoir des doutes déchirants sur la situation de l'être cher, sur sa les possibles circonstances de sa disparition, qui vont être jumelées avec un espoir de le retrouver, mais aussi un espoir de finir avec cette attente qui va entraîner beaucoup de sentiments de déloyauté. Et puis cette négociation avec le divin. J'espère que je vais la retrouver. Et si je la retrouve, oh mon Dieu, je vais faire ceci, je vais devenir ainsi, dans l'espoir de pouvoir enfin retrouver l'être cher. Le stress, il joue avec ta santé. Ça m'a porté à des problèmes de thyroïde. Ça m'a porté à maigrir aussi, beaucoup, je dirais. À force d'être stressé, ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu diabétique. Ça m'a rendu dépendante de certaines trucs que je ne peux pas nommer. Mais tu deviens avec une dépendance, une crainte, puis là, ben, tout ça travaille dans le corps, ben, tu as des maladies qui sortent avec ça. Même si avec l'âge, il y a des maladies qui sortent. Côté mental, c'est que tu y penses, comme tu penses toujours à qu'est-ce qui pourrait se produire, qu'est-ce qui pourrait arriver, ce que tu aimerais qu'il arrive. Naturellement, ben, le stress, il joue là-dedans. Des fois, un petit rien va t'agacer. Dans le temps des fêtes, moi, ça m'agace. Ça me prend pas grand-chose pour être facile à me faire compter ou être de mauvaise humeur. Ça joue sur mes émotions. Je veux dire, le stress m'a amené aussi à craindre beaucoup de gens. Je veux dire, les gens que je connais pas, là, j'ai de la misère à leur faire comprendre. Si cette disparition se poursuit, si cette attente interminable se prolonge, il y a un moment où on décide qu'on arrête d'attendre, où on arrête les recherches et où on doit s'incliner devant le fait qu'on ne retrouvera probablement jamais cette personne. Et évidemment, tout le deuil de cet être cher est compliqué par le cas de disparition. Les endeuillés vont nous parler d'un deuil retardé, vont nous parler de fantaisie de retour qui reste
malgré tout, parce que si j'accepte que cette personne a disparu, je me sens déloyale. Je n'ai pas l'impression que je maintiens sa mémoire, je n'ai pas l'impression que je suis à la hauteur de l'amour que j'ai pour cette personne, de ce qu'elle aurait espéré de moi. Et donc, on peut voir vraiment une attente avant de s'incliner devant la fatalité, devant ce deuil qui nous attend. Les endeuillés vont aussi nous parler de toutes ces fantaisies de retour. J'espère que la personne va revenir. J'espère qu'elle va aboutir à un moment donné en ayant de l'Alzheimer ou en ayant perdu la mémoire et puis qu'elle va m'être rendue. Les difficultés avec les rites, évidemment, vont être envahissants et une impression d'irréalité, une impression de culpabilité va teinter tout le processus de deuil. Côté familial, mon père s'est mis à prendre beaucoup plus d'alcool qu'il en prenait avant. Ça coulait à feu, comme on dit. Puis moi, il m'accusait d'être responsable de l'enlèvement. Il m'a toujours dit que c'était de ma faute si Diane était disparu. Puis que j'étais un bon rien, puis ainsi, puis ça. Fait que ça a resté marqué puis gravé dans mon cerveau. Mais en tout cas, j'ai pardonné à mon père tout ce qu'il a fait parce qu'il était tout le temps sous, bien sous. Pour essayer de m'enlever sur mes épaules. Ça l'a aidé beaucoup. Mais tu sais, c'est ancré en moi, là. Puis les impacts sur moi personnellement, c'est que j'ai pas grand confiance en moi. Mais même, je vais avoir 65 ans bientôt. Puis tout est comme une montagne pour moi. Là, il faut que je travaille 2 fois plus fort pour être accepté. Puis comme une job, il faut en donner 2 fois plus pour être accepté. Je me sens pas prêt à 100% dans ma tête. Parce que j'ai trop peur, une peur tout le temps. Si je vois qu'il y a un danger, mais je vais aller les avertir. C'est fort comme moi. C'est soit un instinct que j'ai eu de pas regarder d'autres dans leur tueur. Je sais pas pourquoi. Ça vient automatiquement. Évidemment, quand on parle d'un trauma aussi grave, aussi envahissant qu'une disparition d'un être cher, on peut envisager des symptômes post-traumatiques chez les proches de la victime. Et quand on parle de stress post-traumatique, on va parler de 4 types de symptômes. On va parler d'abord de reviviscence, c'est-à-dire que les endeuillés vont nous parler de moments de cauchemar, d'éléments qui s'imposent à leur esprit, de moments envahissants où ils ont l'impression de revivre ces moments si atroces d'attente pendant la disparition et donc de flashbacks envahissants. On parle donc de reviviscence, on va parler aussi d'évitement. Évitement de tout ce qui est lié de près ou de loin à ce moment qui a été le pire de notre existence. Donc, je peux commencer à éviter ou à réagir très fortement à tout le processus policier, à des mots qui ont été dits, à tout le côté médiatique, qui est une des spécificités de la disparition, tout ce côté extrêmement médiatisé. Ensuite, les symptômes d'altération de nos émotions. Les endeuillés vont nous parler de moments d'irréalité, d'avoir vécu ces moments comme s'ils étaient dans un cauchemar, d'avoir aussi de profonds bouleversements dans leur vision de la vie et de la société. Et enfin, le dernier symptôme, c'est-à-dire l'hypervigilance. Être toujours en état d'alerte, avoir l'impression qu'un drame peut survenir à tout moment. Cette impression que notre sentiment de confiance envers la vie a été tellement ébranlé que ça entraîne donc conséquemment un sentiment de vigilance constant au point de vue physiologique qui m'empêche de m'apaiser, qui m'empêche de m'abandonner et qui m'empêche de dormir. Évidemment, ces symptômes sont très incapacitants, très douloureux et sont aussi associés à des symptômes dépressifs importants. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est sûr que j'ai consulté mon médecin de famille parce qu'au tout début, je faisais une dépression majeure et j'ai dû prendre des médicaments que je n'avais jamais pris au cours de ma vie. Par la suite, j'ai eu un suivi chez une psychologue. Ça a été quand même assez fréquent dans les premières années. Et par la suite, ça a été au besoin. Et ce que je retire surtout de mes rencontres avec la psychologue, c'est cet équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. C'est certain qu'il y a comme une prise de conscience, tu t'arrêtes et là, tu refais les mêmes étapes, mais avec une sagesse différente, avec une façon de voir différente. Bon, là où ça m'a vraiment aidé, c'est apprendre à vivre mon moment présent, mon instant et aussi le fait aussi de vivre les petits moments de bonheur et ça me ressource, je refais le plein. Ça m'a fait arrêter beaucoup plus sur ce que j'étais et comment je réagissais.
Et c'est une forme de sagesse que la psychologue m'a aidé à obtenir à travers mon épreuve.